Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure d'abandon. Je vais pas trop m'étaler sur d'où elle vient parce qu'il y a plein de podcasts qui parlent de ça. Je vais plutôt vous parler de choses dont on ne parle pas trop et qui est pourtant primordiale pour moi. Alors la blessure d'abandon, en très court, elle vient du parent du sexe opposé. Et comme ces dernières années et siècles, il y a eu beaucoup de problèmes avec la place du père dans la famille, qui était très autoritaire. L'homme n'a pas le droit de montrer ses émotions, l'homme n'a pas le droit de pleurer, sinon il est faible. Évidemment, c'est beaucoup de petites filles qui ont cette blessure plus que de petits garçons. Donc du coup, on se sent abandonné par notre papa, donc par le parent du sexe opposé. Et du coup, on cherche toute notre vie à combler ce manque dans plein d'autres situations. Donc voilà le topo, mais bien sûr, vous pouvez aller voir ou lire le livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau pour analyser plutôt cette partie analytique de la source et du début de cette blessure. Moi, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est en fait comment ça se traduit. Donc on parle surtout quand on a la blessure d'abandon, on porte le masque du dépendant affectif ou du dépendant tout court. Certaines personnes, du coup, comblent ce manque par l'alcool, la drogue, le sexe, les jeux, ce genre de choses, donc un dépendant. Et ça fait partie de la dépendance affective parce que en fait on comble de l'émotion par une autre émotion. Et c'est aussi, il y a une autre forme, donc cette forme-là, c'est la dépendance affective, c'est aussi très connu pour quelqu'un qui colle beaucoup, qui est en constante demande d'amour, d'affection, de présence, qui peut pas rester toute seule, ce genre de choses. Mais on parle très peu du syndrome du sauveur, qui est de la dépendance affective. La logique est très simple. Une fois qu'on la connaît, une fois qu'on la conscientise, on peut plus ne pas la connaître. Donc préparez-vous à comprendre qu'en fait vous êtes peut-être beaucoup à être des dépendants affectifs. Je le suis moi-même, en pleine guérison. Syndrome du sauveur, c'est en fait, j'arrive pas à m'aimer moi-même, à me donner de l'amour à moi-même. Donc ce que je fais, c'est que je sauve la terre entière, tout le monde. Dès que je culpabilise, que je me sacrifie, j'essaye de sauver les autres pour qu'en fait les autres me soient reconnaissants par la suite et me donnent l'amour que moi-même j'arrive pas à me donner moi-même. Ce qui fait qu'on se retrouve toujours dans des je donne aux autres et on me rend pas en fait. Et c'est normal, heureusement parce que sinon ce serait une société entière qui serait entièrement toxique. Et on se retrouve abandonné, donc ça appuie encore plus sur la blessure d'abandon, parce qu'en fait tout ce qu'on a donné, les gens ne nous le redonnent pas comme on veut, exactement comme on veut, de la quantité qu'on veut, de la manière qu'on veut. Et du coup, on est déçu. Et donc là, après, derrière, ça active la blessure de trahison. Mais on va pas parler de la blessure de trahison aujourd'hui. Mais la blessure d'abandon, c'est vraiment le syndrome du sauveur. Comment on sait qu'on est en train d'appuyer sur la blessure d'abandon et le syndrome du sauveur? À chaque fois que vous avez une émotion de culpabilité, à chaque fois que vous vous sentez coupable ou mal à l'aise ou ce genre de choses, c'est que en fait, vous êtes en train d'activer votre syndrome du sauveur. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a quelque temps, comment vous dire ça? Je culpabilisais de bien gagner ma vie, contrairement à une infirmière qui gagne très mal sa vie. Et je trouve pas ça normal parce qu'elle fait un travail ultra utile, alors que moi, je fais pas un travail vital, on va dire. Et pourtant, je gagne mieux ma vie qu'elle. Et inconsciemment, je culpabilisais de bien gagner ma vie par rapport à elle. Donc, pam, syndrome du sauveur, ça active la blessure d'abandon. Et inconsciemment, en fait, je me sacrifiais. Je demandais pas forcément d'augmentation. Je valorisais pas mon travail. Donc, je baissais ma valeur et mon estime de moi en me disant que moi, ce que je faisais, c'était pas utile, c'était pas vital pour la société. Donc, en fait, je valais pas grand chose. Et ça activait toutes les émotions et le champ lexical autour de la culpabilité et de la dévalorisation. Jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, c'était mon syndrome du sauveur, et c'est pas moi en me sacrifiant, en demandant moins d'augmentation et en me trouvant nulle un peu plus chaque jour, que je vais aider toutes les infirmières qui sont pas assez bien payées, et ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Sauf qu'un, c'est pas mon combat, donc en fait, je ne suis pas infirmière, donc ça ne me concerne pas directement. Donc le syndrome du sauveur, là vraiment, il prend toute sa place, c'est qu'il faut vraiment il fallait vraiment que je me défasse de ça. La deuxième chose, c'est qu'en fait, je suis ultra
infantilisante. Je considère que, enfin inconsciemment bien sûr, hein, je considérais que les infirmières pouvaient pas s'en rendre compte par elles-mêmes, se battre elles-mêmes. Elles avaient forcément besoin de moi parce que moi je le faisais mieux qu'elles et donc j'ai arrêté tout ça, j'ai arrêté l'infantilisation. Et la solution en fait c'est de redonner la responsabilité aux personnes de faire leur propre combat et leur propre choix. Bien sûr, si elles demandent de l'aide et de l'appui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui me touche. Donc bien sûr, si un jour il y a une infirmière qui vient me voir dans ma vie et qui me dit qu'elle a besoin de moi ou qu'elle a besoin de soutien, je serai là. Mais ce n'est pas mon combat et c'est pas moi en me sacrifiant que je vais recevoir de la reconnaissance par derrière qui va combler de l'amour-propre, de l'estime de soi. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est un exemple du syndrome du sauveur, mais il y en a plein d'autres. À chaque fois que vous donnez plein de conseils, alors qu'on ne vous les a pas demandés. À chaque fois que vous pensez aider, mais en fait, vous infantilisez la personne parce que elle fait pas les choses comme vous les auriez faites. Et donc, du coup, ça vous agace, ça vous énerve, et ça avance pas exactement comme vous voulez, dans la direction que vous voulez. Il faut lâcher, en fait. Il faut lâcher prise et se recentrer sur soi. Et à chaque fois que vous essayez de vous occuper de quelqu'un d'autre que de vous-même, c'est de la fuite. C'est de la fuite en avant, de vous essayez de donner de l'amour à quelqu'un d'autre pour que, en stratégie, en stratégie mentale, cette personne vous le rende plus tard. Mais elle n'a pas, un, à vous le rendre, et deux, c'est pas sain, c'est pas toxique, parce que vous devez réapprendre, vous rééduquer à vous donner de l'amour et de l'attention et à vous sauver vous-même. Chacun est son propre sauveur. Et vous ne pouvez pas sauver les autres. Vous ne pouvez pas bien aller à la place de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas penser à la place de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas possible. Donc voilà un aspect de la blessure d'abandon euh, dont on parle pas assez, je trouve, dans les podcasts, les vidéos YouTube, les livres, qui est le syndrome du sauveur et qui, je pense, est une compréhension primordiale à avoir si on veut bah, évoluer et sortir du coup des schémas toxiques qu'on a dans notre vie. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui et je reviendrai sûrement avec une autre des blessures de l'âme prochainement. Bonne journée!